Bienvenue à vous dans cet épisode du podcast de la puissance mentale où je vais continuer à vous partager l'arrière-scène, les coulisses du job de préparateur mental. Vous allez voir que, d'ailleurs c'est l'objectif de cette mini-série, c'est de vous montrer que lorsque l'on est préparateur mental, d'ailleurs qu'on l'exerce comme activité principale ou qu'on l'exerce en parallèle de son activité principale ou encore même qu'on le fasse par passion pour soi et aussi pour aider les gens qui nous côtoient, cette activité de préparateur mental touche énormément de domaines et aujourd'hui on va aller dans un domaine un petit peu spécifique, un petit peu plus hors du commun que peu de gens auquel peu de gens peuvent avoir accès, c'est celui des unités spécialisées de la police nationale. Alors pour contextualiser, j'ai été pendant de nombreuses années, certainement comme vous le savez, mais formateur dans la police nationale après avoir été pendant de nombreuses années aussi sur le terrain, concrètement sur le terrain. Donc j'étais ensuite à la formation et lorsque j'étais dans la formation, j'étais spécialisé en préparation mentale, les gens le savaient et donc venaient très souvent me voir pour pouvoir être aidés dans leur quotidien. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai aidé un certain nombre de personnes à préparer des tests de la police nationale, notamment des tests du RAID. Le RAID, je pense que vous connaissez, c'est cette unité spécialisée d'intervention. Le GAO aussi, qui est un petit peu moins connu, c'est le groupe d'appui opérationnel de la DCRI, du renseignement. Donc ça, c'est un groupe d'assaut qui intervient uniquement pour aller travailler sur tout ce qui est terrorisme. Et j'ai aussi préparé des personnes pour intégrer la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, eux qui travaillent sur le grand banditisme, et aussi sur différents groupes un peu moins connus de la police nationale. En fait, l'avantage que j'avais, c'est que, j'avais accès à de nombreux policiers. Chaque année, je côtoyais des centaines et des centaines de policiers. En plus, j'étais spécialisé en préparation mentale, ils le savaient. Et en plus de ça, j'ai moi aussi passé un certain nombre de sélections, un certain nombre de tests de la police. Donc je savais aussi ce que pouvait vivre un candidat lorsqu'il passait ce type de sélection où on pousse concrètement les candidats dans leur retranchement, tout simplement pour voir comment ils réagissent en situation extrême sur le long terme. Concrètement, quand un candidat passe plusieurs jours en dormant très peu, en étant poussé dans ses retranchements, en étant dans des situations très stressantes, le comportement qu'il a naturellement va ressortir. On peut difficilement, même si je le sais très bien, il y a certains candidats qui peuvent passer à travers les mailles du filet, mais au vu du nombre d'épreuves qu'il rencontre, le staff qui recrute, accompagné de psychologues, peuvent vraiment voir la personnalité des différents candidats. Donc voilà le contexte. J'étais formateur spécialisé dans l'école de police. J'avais moi-même aussi passé des tests, donc forcément, j'étais en mesure en tout cas de préparer à ce genre de test. Concrètement, les exigences lors de ces sélections qui se déroulent très souvent sur près d'une semaine, ça va demander une gestion mentale sur le long terme. C'est pas le tout d'être bon à une épreuve, il faut être bon dans toutes les épreuves et certaines sont concrètement éliminatoires. Donc là, ça demande une bonne gestion mentale. Quand je dis gestion mentale, c'est une gestion à la fois émotionnelle, une gestion comportementale, une gestion de ce que l'on peut se dire, une gestion aussi de sa communication, une gestion de son discernement, sa faculté à garder le focus, à être précis dans certaines actions. Bref, ça demande un niveau de présence extrême, surtout quand on a très peu dormi, quand on est soumis à un stress ambiant qui nous pousse dans nos retranchements. Donc finalement, c'est être actif quand on doit être actif et aussi être en mesure de récupérer quand on peut récupérer. Parce qu'il y a des phases de récupération sur ces tests-là qui sont parfois de quelques minutes, parfois plusieurs heures, et ça ne va pas forcément être une nuit de sommeil complète. Et des fois, quand on dit aux candidats d'aller se reposer pour une belle nuit complète, très souvent ils sont réveillés en pleine nuit ou on les amène rapidement sur un nouvel exercice. Donc là, moi, quand j'ai accompagné ces différentes personnes, c'était vraiment l'idée de les entraîner mentalement. Il y a un vrai entraînement. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec la préparation mentale, un peu comme la préparation physique. Je fais souvent un parallèle. On entraîne son muscle. Et bien là, la préparation mentale, on entraîne son mental, même si le mot mental est un petit peu généralisé. Mais en tout cas, on entraîne sa sphère neuro-émotionnelle pour avoir des comportements qui soient le plus adaptés possible aux différentes situations.
Les différents candidats que j'ai pu rencontrer, donc ils se préparaient techniquement, ils se préparaient aussi physiquement et ils avaient cette préparation mentale très poussée. Et donc, la première faculté que je leur apprenais, qui leur était aussi utile dans leur quotidien, c'était cette capacité à récupérer en un temps record. Comment on fait lorsque l'on est fatigué physiquement, mentalement, pour récupérer en un temps record? Quand je dis en un temps record, ça peut être en quelques secondes ou plutôt en quelques minutes, en 2-3 minutes parfois. Comment on fait pour retrouver, remplir cette batterie d'énergie? Et ça, c'est vraiment très, très important parce que il y a une succession d'épreuves et il y a aussi des temps d'attente. Et c'était l'idée d'optimiser ces temps d'attente pour récupérer physiquement et mentalement, pour être frais à la prochaine épreuve qu'ils allaient rencontrer. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi dans cet accompagnement, c'est que moi j'ai pu, étant aussi instructeur en maniement des armes, j'étais moniteur de tir, donc là je les apprenais aussi, pour certains, pas tous, parce que certains je les accompagnais aussi en distanciel, mais pour ceux qui venaient à l'école, je pouvais les accompagner aussi en termes de tir. C'est-à-dire que là, concrètement, la préparation mentale, je les mettais en condition mentalement avant la séance de tir et pendant la séance de tir, on mettait aussi en place certaines actions. Parce que concrètement, avant la séance de tir, ils pouvaient préparer mentalement grâce à l'imagerie mentale, en répétant mentalement d'une certaine façon les gestes qu'ils allaient pouvoir produire par la suite. Et quand ils étaient aussi dans leur séance de tir, parfois je les arrêtais, je disais ok, tiens, là on fait un petit débrief, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu peux améliorer concrètement, voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans les secondes qui arrivent. Et ce qui est intéressant quand justement on utilise la préparation mentale sur le tir, c'est que c'est factuel, c'est-à-dire que quand ils appuient sur la détente, il y a un impact sur la cible et ça ne ment pas en fait. C'est-à-dire que quand on voit que la personne qui est dans sa séance de tir a du mal à grouper son tir, on dit grouper son tir, c'est-à-dire que tous les impacts vont au même endroit, ils sont un petit peu dispersés et que c'est fait de façon involontaire. Juste après une remise en question finalement et puis de la préparation mentale, on se rend compte que les tirs sont vraiment groupés. Et c'est vraiment hallucinant de voir qu'en quelques secondes, la personne peut refocaliser son attention pour être beaucoup plus précis dans sa capacité à tirer. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc il y a eu aussi un travail avec certains sur cette préparation mentale par rapport au tir. Il y a eu aussi, parce que moi, ce que j'aime dans la préparation mentale, et je le faisais déjà à l'époque, c'est pas le tout de vouloir chercher une performance. C'est aussi l'idée de mettre du sens derrière cette performance. Parce que sinon, on a des gens qui sont complètement rincés, qui sont fatigués, parce que ça demande un entraînement qui est complet et sur plusieurs mois. Quand on prépare des sélections comme celle du RAID, par exemple, ça demande de s'entraîner physiquement, techniquement, mentalement. Et très souvent, les candidats le font en plus. C'est pas très souvent, c'est même tout le temps. Ils le font en plus de leur job. Donc, ils enchaînent des missions de police dans leur quotidien. Certains sont à la BAC, d'autres sont dans des services, dans du service général. Certains sont dans d'autres services, bref. Mais ils doivent concilier à la fois leur job leur activité quotidienne avec les moments d'entraînement. Et les moments d'entraînement, ils s'entraînent parfois près de 2 heures par jour, 3 heures par jour. Donc ça demande c'est vraiment très contraignant. D'où l'intérêt aussi d'utiliser la préparation mentale pour aussi récupérer physiquement et mentalement pendant cette période d'entraînement. Et donc, derrière ça, pour éviter que la personne soit cramée, littéralement épuisée, on utilise donc, moi j'aime les reconnecter à ce qui fait sens pour eux derrière cette recherche d'atteinte d'objectifs. Parce que dans cette préparation, il y a évidemment des hauts, il y a évidemment des bas, il y a des fois où ils se disent mais bon sang, pourquoi je fais tout ça? À quoi bon je fais tout ça? Et donc là, le fait d'aller les connecter à tout ça, ils retrouvent une satisfaction personnelle et aussi, quand je vous dis trouver du sens par rapport à leur préparation, la plupart sont père ou mère de famille. Et donc là, c'était aussi l'idée, quand je parle de sens, c'est de concilier aussi à la fois la vie personnelle et la vie
professionnelle. Parce que imaginez ce candidat ou cette candidate qui prépare un test, enfin une sélection, il a son job et quand il rentre, il doit aller encore s'entraîner. Donc forcément, ça peut créer parfois des petites frictions avec son entourage proche. Donc tout ça, on le travaillait aussi ensemble et c'était vraiment... ça demandait une vraie capacité d'adaptation. Donc là, pour le coup, la préparation mentale a été extrêmement, pour certains, j'en ai deux en particulier, où la famille parfois avait du mal à les suivre. Donc là, la préparation mentale les a aidés déjà, eux, à gérer ces petites frictions et en plus, les a aidés à communiquer d'une façon beaucoup plus claire sur leurs objectifs. Et puis, quand ils étaient aussi présents, j'en parlais d'ailleurs, c'était dans un autre domaine, mais quand je parlais quand j'ai accompagné le dirigeant qui avait le sentiment de ne pas pouvoir être autant présent qu'il voulait avec ses enfants, mais finalement, il a gagné en qualité de présence. Là, c'est pareil avec ces personnes-là qui étaient candidats à certaines unités spécialisées de la police. Ils n'étaient pas forcément beaucoup présents avec leur famille, et ça, ils le savaient parce que c'était sur des entraînements qui duraient parfois pendant 6 mois, enfin des périodes d'entraînement qui duraient pendant 6 mois, ou même plus parfois. Eh bien, quand ils étaient avec leur famille, ils avaient un niveau de présence qui était de classe mondiale, quoi. Ils étaient présents avec leurs proches de façon exceptionnelle, d'accord. Donc ça a vraiment permis aussi de les aider à gérer ces situations. Ensuite, ce qui était important aussi, c'est que quand je préparais comme ça mentalement des personnes dans des tests de sélection, pour des tests de sélection, je les aidais à... C'est pas quelque chose auquel on pense, mais moi, ayant passé les tests, je sais que ça avait son importance. C'est que parfois, vous allez passer des épreuves qui sont éprouvantes et juste après, on peut vous amener en débriefing. Donc là, c'est aussi garder sa capacité de focus, de discernement et aussi sa capacité à prendre de la hauteur, même dans des situations délicates. Donc concrètement, après la mission, mission ou l'exercice, c'est si jamais on est pris comme ça en débriefing, c'est aussi garder sa capacité à prendre de la hauteur, savoir ce qu'on a bien fait, être capable aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on peut améliorer. Et ça demande une capacité aussi c'est une vraie habileté à développer. Et ça, je me souviens l'avoir entraîné, testé et expérimenté avec un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que je les mettais dans des conditions un peu extrêmes, je les poussais au niveau du cardio. Et juste après, je leur posais des questions et je leur demandais d'avoir un discours avec de plus en plus de discernement. Donc tout ça, je l'utilisais vraiment en conditions live. Et aussi, je les préparais à ce genre de situation. Donc, c'est-à-dire qu'avant la situation, je les accompagnais dans un état modifié de conscience où ils se préparaient à passer l'épreuve et ensuite ils disaient « Ok, après l'épreuve, je devrais garder mon calme, mon discernement, ma capacité à prendre de la hauteur, savoir ce que j'ai bien fait, savoir ce que j'ai peut-être à améliorer pour être impactant, pour être aussi, pour montrer aussi à la personne qui va me poser des questions que je suis encore lucide après l'exercice. Parce que c'est ça finalement, souvent ce qu'on regarde, c'est la lucidité du candidat, que ce soit d'ailleurs dans l'épreuve, mais aussi après l'épreuve. Et c'est pour ça que parfois, les candidats vont être encore challengés. Ils pensent que l'épreuve est terminée, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout terminée. On leur fait croire qu'elle est terminée. Et là, ils sont un peu challengés et certains se relâchent et finalement manquent de focus et de discernement. Donc moi, je les avais aussi préparés à ça. Donc c'était vraiment très intéressant, finalement, à garder son calme et capacité de discernement et surtout à parler correctement quand je dis correctement, à dire les bonnes choses, utiliser les bons mots qui soient adaptés par rapport à la question qu'on nous pose. Donc en fait, par rapport à toutes ces personnes que j'ai eu la possibilité de préparer, à chaque fois, et c'est ça qui est important aussi à prendre en considération, qui fait vraiment la différence avec ce qu'on appelle le développement personnel. On est dans de la préparation mentale, c'est beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire que c'est concrètement du terrain, même si évidemment dans la préparation mentale, il y a une fine connaissance de soi, savoir comment on agit, comment on réagit, comment faire pour rester adaptable quelles que soient les situations. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'accompagne ce type de personnes, comme tout type de personnes d'ailleurs, je leur propose un plan de préparation mentale. Finalement, c'est un programme d'entraînement pour qu'ils créent de nouvelles habitudes, pour qu'ils soient en capacité, que ce soit dans des situations qui sont sécures, calmes, tranquilles, zen, où il n'y a pas de sollicitation oppressante extérieure, là, ils puissent
entraîner leurs habiletés, donc à travailler sur se centrer sur soi-même, à être calme, à être détendu, à récupérer rapidement, facilement, à faire le point sur une situation. Mais aussi, dans ce plan d'entraînement, eh bien, il y avait ces situations en contexte, c'est-à-dire quand on pousse ces retranchements, comment on fait pour utiliser les différentes stratégies de préparation mentale. Et c'est ça qui est intéressant, que on soit, quel que soit le domaine finalement, c'est de tester toujours ces techniques dans des contextes qui soient plus ou moins dégradés. Évidemment, au départ, on les teste dans des situations sécures et après, on les utilise dans des situations dégradées. Un petit peu comme un athlète avec qui on préparerait en une séance dans une salle tranquille ou en distanciel. Et après, il peut tester, expérimenter les différentes techniques et les stratégies vues en terrain un peu plus hostile, c'est-à-dire en compétition, même en entraînement, quand c'est un petit peu poussé dans ces retranchements. Donc voilà un petit peu comment j'accompagnais, comment je préparais aussi, j'aidais les candidats à se préparer mentalement. Et ce qu'il y a d'intéressant, parce que pour tout vous dire, c'est que parmi tous les candidats que j'ai accompagnés, certains ont réussi les sélections, d'autres n'ont pas réussi les sélections, parce ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce genre de sélection, ils recherchent des types de profils vraiment spécifiques. Moi, l'objectif, quand j'accompagnais ces personnes, et ça c'est valable aussi pour tous les domaines, on ne prépare pas spécifiquement à être pris. On prépare la personne à donner le meilleur de lui-même quand c'est le moment de donner le meilleur de lui-même. Et ça fait la différence. Donc même si la personne n'a pas été prise, dans tous les cas, ils avaient le sentiment d'avoir donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ce genre de situation où on pousse dans ces retranchements, et moi-même quand j'ai passé des sélections où certains j'ai été reçu, d'autres j'ai pas été reçu, dans tous les cas, j'ai appris sur moi dans ce genre de situation en quelques jours, beaucoup plus que ce que j'ai appris sur moi sur plusieurs années. Parce que c'est dans des situations comme ça, un petit peu extrêmes, où on voit réellement ces comportements. Parce que c'est facile quand tout va bien de dire « bon, moi, habituellement, j'agis comme ça, je fais ci, je fais ça ». Alors que finalement, quand on est dans le jus, quand on est pressé comme un citron, eh bien là, on voit réellement comment sont nos comportements. Et c'est ça ce que j'aime avec la préparation mentale, c'est que c'est quelque chose qui est utilisable dans différents contextes. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les plus grands champions veulent se préparer mentalement, et c'est pas pour rien d'ailleurs que des unités d'élite comme le RAID, d'ailleurs ils ont un pôle spécifique aussi au RAID de préparation mentale de plus en plus, et c'est ça qui est intéressant en fait avec la préparation mentale, c'est qu'elle est adaptable à tout type de terrain, c'est-à-dire que là je vous parle d'un contexte où les gens sont poussés dans des retranchements parce que par la suite ils vont devoir utiliser aussi leur capacité cognitive, émotionnelle, comportementale pour réagir dans certaines situations qui sont extrêmes. Quand vous avez un opérateur du RAID ou de la BRI qui intervient sur un événement comme le Bataclan, comme sur l'opération qui a eu lieu à Saint-Denis où il y avait les femmes là, bardées d'explosifs, ou alors aller interpeller un terroriste, ça demande une capacité, une habileté mentale à faire preuve de discernement, d'être capable de se connaître aussi, parce que si à ce moment-là, tu sens que tu n'es pas au top de toi-même, tu dois être capable de revenir au top, ou alors si ce n'est vraiment pas possible, tu en as conscience et dans ce cas-là, tu en fais part à ton responsable de groupe. Mais en tout cas, ça demande une fine connaissance de soi et la préparation mentale aide à ça, elle aide à s'adapter aux différents contextes. Donc voilà par rapport à ces préparations pour les tests de la police. Moi, ça m'a fasciné d'accompagner ce type de personnes. Je suis toujours en contact avec ce type de personnes aussi, évidemment. Et c'est la même chose quand j'accompagne des athlètes, des dirigeants, des artistes, toutes ces personnes qui souhaitent aussi atteindre des objectifs ambitieux. La préparation mentale, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement adapté. Et on n'est pas juste dans tiens, je vais tester un petit outil par-ci, un petit outil de respiration, un petit outil de visualisation. Non. Ça demande un réel plan d'accompagnement structuré. Ça demande aussi, quand on est en tant que préparateur mental, ça demande une posture d'accompagnement. Et ça ne s'improvise pas parce que la personne
Et là, elle se livre à vous, elle compte sur vous aussi pour l'aider au mieux dans cette préparation. Donc ça demande une certaine posture, et que ce soit avec n'importe quel type de personne que vous allez accompagner. Ça, évidemment, ça s'apprend. Ça demande aussi l'utilisation d'outils spécifiques, pas n'importe comment, un petit peu comme si on faisait une recette, je prends souvent l'exemple, mais comme si on faisait une recette d'un gâteau, on ne met pas les ingrédients n'importe comment. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'avec des mêmes ingrédients, un chef étoilé n'aura pas le même résultat qu'un amateur qui aurait pourtant les mêmes ingrédients. Eh bien, la préparation mentale, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on utilise tel ingrédient plutôt qu'un autre? Parfois, on teste, on expérimente et on s'ajuste, évidemment. Ce n'est pas une science exacte. On s'adapte en tout cas dans ce qu'on propose. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un fil conducteur où on voit la progression de la personne. En tout cas, on va l'aider à progresser dans ses habiletés mentales, et ça, c'est extrêmement fascinant. Donc voilà, et d'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez obtenir cette méthode d'accompagnement qui vous permet à la fois d'avoir cette posture, cette structure aussi d'accompagnement, des outils aussi qui soient puissants de préparation mentale pour accompagner les personnes, et aussi avoir accès à un réseau de coachs en préparation mentale, n'hésitez pas, au sein de l'Académie de puissance mentale, on est là aussi pour vous aider à ça, pour vous accompagner dans votre évolution personnelle et professionnelle. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec moi personnellement. Je vous dirai aussi, surtout, si c'est adapté ou non à vos projets, que vous soyez d'ailleurs en reconversion ou alors que vous soyez déjà dans l'accompagnement ou alors manager, etc. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Voilà pour cet épisode de cette mini-série. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi par rapport à cette arrière-scène. Peut-être que je n'ai pas évoqué là parce que voilà, je veux aussi être succinct parce qu'on pourrait évidemment en parler pendant des heures. Mais quoi qu'il en soit, prenez évidemment ce qui est bon pour vous. Moi, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Allez, bye tout le monde.